Sugiti. Bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un cours sur le colonialisme médical vient d'être inauguré à l'Université McGill. Le cours enseigne aux étudiants le racisme systémique anti-autochtone dans le système de santé canadien. Kejate Alexandra Veillet-Chezo présente un reportage de Savannah Craig. How you do migrant justice while also acknowledging and being in solidarity with Indigenous sovereignty. Les étudiants écoutent attentivement un seul exemple de colonialisme médical. These are tough questions, but they're important questions to grapple with. Ils participent à un cours qui est le premier du genre à l'Université McGill ainsi qu'au Québec. The kind of working definition that I propose for medical colonialism is basically a culture or ideology rooted in anti-Indigenous systemic racism that uses medical practices or policies to establish, maintain, or advance a genocidal colonial project. Le médecin urgentiste pédiatrique Samir Shaheen Hussein est l'instructeur du cours. If you're walking around Montreal, you'll see, for example, Inuit folks who are from Nunavik but who are here. Like that's forced migration, right? En 2020, il a publié un livre sur le déplacement forcé des enfants autochtones dans le système médical canadien. In many cases, they're not coming because they wanted to come. They're coming because there are all kinds of issues in terms of political, social, economic forces that resulted in them migrating here. Le cours s'intitule « Confronter le colonialisme médical et se concentrer sur le racisme systémique dans le système de santé canadien ». Les étudiants découvriront l'histoire de Joyce Echaquan, qui a enregistré une vidéo d'insultes racistes proférées par le personnel médical d'un hôpital de Joliette alors qu'elle était en train de mourir. Ils découvriront également le principe qui porte son nom. Jennifer Petitquet-Dufresne est directrice exécutive du bureau du principe de Joyce. Le principe de Joyce, dans le fond, il vise à garantir aux personnes autochtones un droit d'accès équitable à tous les services de santé et services sociaux, de les recevoir en fait sans aucune discrimination afin de pouvoir jouir du meilleur état de santé possible, que ce soit physique, mental, émotionnel et spirituel. Alors que le gouvernement CAQ continue de nier l'existence du racisme institutionnel au Québec, Petitquet-Dufresne affirme qu'un cours comme celui-ci contribuera à mettre fin au colonialisme médical. Le fait de pouvoir voir comment ce colonialisme médical-là a impacté la santé des personnes autochtones, ça va permettre aussi aux intervenants de se voir aller puis d'entamer ce processus de réflexion-là sur est-ce que je suis en train de le reproduire puis comment je peux faire pour ne pas le reproduire. Le cours a été conçu et lancé dans le cadre d'une collaboration entre des chercheurs autochtones, des professionnels de la santé et des militants. Parmi ces personnes figure Sydney Leggett, étudiante à la maîtrise et coordinatrice de la recherche. I kind of reviewed some of the materials he was developing and the course outline and just helped with some general direction based off both lessons learned through the course and just experiences as both a student in the department and as an Indigenous person existing in the space. Le cours a été développé pour inclure des perspectives autochtones et des conférenciers sont invités à prendre la parole chaque semaine. We know nursing has played a huge part in historical and ongoing harms, from Indian hospitals to the videos you saw with Joyce Echaquan. Josée Lavallée est directrice du Bureau de responsabilité sociale en soins infirmiers de McGill. So I just wanted to maybe just touch back into cultural safety. Elle a parlé à la classe de l'importance de la sécurité culturelle dans les soins de santé. So we have a variety of students in these spaces having these conversations with different educational backgrounds, and they're going to take this information into their educational spaces where they are, and also into their careers moving forward. Shaheen Hussein affirme que son objectif est non seulement d'identifier le colonialisme médical, mais aussi de fournir un accès égal aux soins de santé à toutes les populations autochtones au Canada. I think one of our responsibilities, at least for me as a health worker, to make sure that what Joyce went through does not happen ever again. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Merci, Savannah. Maintenant, une autre première, cette fois-ci au niveau commercial dans le Vieux-Port de Montréal. De sa façade, on dirait une autre boutique de souvenirs dans le Vieux-Port de Montréal. Par contre,
Connaître son histoire, c'est savoir que Watcha est plus qu'une simple boutique. These are beautiful. What size are these? Mais aussi un investissement majeur dans la culture et l'économie des Premières Nations, comme le dit la grande chef de la nation Iyu-Ichti, Mandy Galmasti. C'est une boutique qu'on a ouverte pour démontrer la culture cri, mais c'est aussi un projet qu'on veut avoir des initiatives pour l'éducation de la culture autochtone, mais aussi c'est un projet où on va inviter les autres nations autochtones de travailler avec nous pour démontrer la présence de les personnes autochtones ici dans la grande ville de Montréal. Une autre différence importante est que cet édifice appartient à la nation Cri. On a un groupe d'investissement. On a décidé d'embarquer, d'avoir des propriétés commerciaux dans notre dossier. Avec ça, on a décidé d'ajouter un renouvellement d'un ancien boutique qu'on avait dans le temps qui s'appelait Watcha. On a relancé la marque, mais on a décidé de le faire ici dans Montréal. On sait que c'est vraiment une place où il y a beaucoup de touristes. Puis une grande présence de toutes les nations autochtones. C'est important de nous d'être dans ce domaine-là. Watcha veut dire « allô » en cri. A marshy area would be good for ones with legs. Et sa mission est d'accueillir les touristes de façon authentique avec des articles Iyu venant directement d'artisans Iyu et via l'association Cri d'artisanat autochtone. Her beadwork is beautiful. Pour leur directeur général, Dale Cooper, ceci ne garantit pas seulement un produit original pour les acheteurs, mais aussi un retour équitable aux artisans. Well, the goal with Watcha was to kind of have an outlet for our artists, who are part of the Cree Native Arts and Crafts Association. So we wanted to kind of showcase their work, right, as well as their cultural teachings that they've learned over centuries. Justin Héritage, gérant du magasin, garantit que chaque pièce est unique. Si tu achètes quelque chose ici, on te donne un certificat d'authenticité qui dit exactement qui l'artiste est et où il vient de et quand il a été fabriqué. You could wear this inside, you could wear this while you're snowshoeing. Pour la grande chef, c'est une fierté de pouvoir offrir un produit aussi authentique dans un océan de magasins à souvenirs. Au moment que quelqu'un tue un orignal, prépare la peau, fait des mocassins, c'est comme tout le cercle. Puis nous autres, de vendre quelque chose comme ça au monde, puis démontrer la manière que notre culture existe encore et une fierté pour nous autres, c'est très important. Au-delà de l'authenticité des produits, Watcha permet aussi d'éduquer les gens sur les coutumes et pratiques traditionnelles des peuples autochtones. Moi, j'étais vraiment chanceux d'avoir les grands-parents traditionnels qui vivaient sur le territoire, faisaient la chasse, la pêche, puis la trappe. Donc, je sais comment toutes les choses traditionnelles sont fabriquées et utilisées. Donc, si tu viens ici et tu parles avec moi, je peux vraiment donner une bonne connaissance de qu'est-ce que vous achetez. We want to make sure that we're educating our customers on cultural appreciation versus appropriation. We have a wonderful team of staff, that can really educate our customers. So we want it to be a very welcoming atmosphere for them. Ask any questions they'd like. We're happy to share our culture. Pour bonifier cette transmission de connaissances, des échanges autour d'un verre de thé labradorien et des ateliers artisanaux sont offerts à la boutique. Watcha est donc bien plus qu'une simple boutique. C'est un vaisseau porteur d'identité. C'est à nous autres notre histoire, c'est à nous autres notre culture, puis c'est vraiment à nous autres de partager avec tout le monde, directement. Une superbe initiative. Ne partez pas loin, un refuge montréalais est à quelques semaines de manquer de fonds et un avis d'ébullition de l'eau perdure depuis plus de 30 ans. Ces histoires et bien plus après cette courte pause. Bienvenue. Le temps est compté pour le refuge Résilience Montréal, qui depuis 2019 aide la population itinérante de la métropole. Dans 2 semaines, ils seront à court de financement, et ce, malgré leur effort pour remédier à la situation.
Le directeur exécutif de Résilience Montréal, David Chapman, et la directrice du développement de la philanthropie, Nakouset, ont écrit une lettre au ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Dans cette lettre, ils expriment leur surprise d'apprendre qu'aucun financement ne sera alloué de la part du gouvernement provincial pour combler leur déficit opérationnel de 350 000 et pour soutenir le projet d'expansion du refuge. Car selon eux, leur dernière rencontre en octobre avec le ministre Carman laissait croire au contraire. Il reste maintenant seulement 2 semaines avant que Résilience Montréal manque de fonds. Le ministre Lionel Carman déclare dans un courriel adressé à APTN qu'ils ont invité l'organisme à soumettre une demande dans le cadre de l'appel à projet des fonds fédéraux, car le financement prévu dans le cadre du plan d'action en itinérance 2021-2026 ont déjà été alloués. In 3 weeks, basically, we run out of money. So we go below zero. And when you go below zero, then you have to make hard choices, you know. Obviously, if we do actually go below zero, then we're going to be looking at closing for a time. And that's obviously not something we want to do. But it also asks the bigger question, why year after year do we have to keep doing this scramble? Samedi dernier a marqué une étape sombre pour une Première Nation du nord de l'Ontario qui vit sous le plus long avis d'ébullition de l'eau au Canada. Le 1er février a marqué la 30e année sans eau potable pour la Première Nation Neskantaga, un anniversaire que le chef qualifie injustifiable. La Première Nation Neskantaga est située à 430 km au nord-est de Thunder Bay. Depuis le milieu des années 1990, les habitants sont contraints de consommer de l'eau embouteillée ou bouillie pour la consommation, la cuisson et l'hygiène. Au fil des ans, de nombreuses tentatives ont été faites pour résoudre le problème de l'avis d'ébullition de l'eau. En 2016, Caroline Bennett, alors ministre des Relations avec les Autochtones de la Couronne, s'est rendue sur place et a promis que les habitants auraient de l'eau potable pour le printemps 2018. Cette échéance est passée sans qu'aucun progrès n'ait été réalisé. Le chef Chris Monias demande au prochain premier ministre de prendre des mesures décisives pour résoudre la crise. La Nation métisse de la Saskatchewan réorganise un programme pour aider les familles à rester en contact avec leur culture. Le programme Leave Buffalo présentera la culture métisse de manière interactive aux familles ayant de jeunes enfants. Voici le reportage de la vidéojournaliste Rachel May. It's for the kids, and that backpack with the Métis symbol and that a way to identify themselves and be able to connect with other Métis children in their school or their summer camps or places they go that they might not know anyone, I think is really beneficial. Heather Folds, mère de 4 enfants, a reçu des sacs à dos de la Nation métisse de Saskatchewan pour ses enfants. Le programme de sacs à dos comporte 2 parties. Un élément de retour à l'école et un élément culturel appelé Leave Buffalo pour les enfants de la maternelle à la 8e année. Folds estime que les programmes culturels pour les jeunes enfants sont essentiels. And one of the things we talk about how it's healing, that connection with culture like heals some of that trauma. And so I think about, if I had been dancing younger, or that might have been I would have really enjoyed that. Le programme Leave Buffalo s'est déroulé l'année dernière, mais il s'est concentré sur la fourniture d'articles culturels à des enfants individuels plutôt qu'à des familles. Andrea Fiss, directrice de l'éducation de la Nation métisse de Saskatchewan, explique que les familles peuvent désormais recevoir un colis 2 fois par an pour les réunir. With those packages, we really want to look at making sure that the family has some cultural items and games and books and things they can do together as a family to just connect with their Métis culture and heritage. Les demandes pour les prochains colis viennent d'être ouvertes et les expéditions commenceront dans quelques mois. Le contenu variera en fonction de l'âge des enfants du foyer, mais les jeux, les livres et les activités familiales sont aussi des occasions de s'instruire. L'un des objectifs du programme est de contribuer à la préservation du Michif, la langue métisse. We know that particularly heritage Michif, there's not a lot of speakers and it is in danger, of losing this language. So making sure that in the cultural packages and in any way we can, we are incorporating the language within those activities so parents can begin to use some of that language. Sherry McLennan, ministre de l'Éducation préscolaire et de la formation professionnelle de la Nation métisse de Saskatchewan, a déclaré dans un communiqué
Lorsque nos enfants sont passionnés par leur culture métisse, ils la partagent avec leurs amis non métis, ce qui garantit la pérennité de notre culture pour les générations à venir. Un reportage de Rachel May, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. Cette semaine, dans notre calendrier communautaire, nous avons 2 événements qui se dérouleront mercredi prochain dans 2 endroits très différents. Le premier aura lieu ici même à Montréal, tandis que le second se déroulera à Pessamit. Pour les Inuits à Montréal, l'Association des Inuits du Sud du Québec offre 2 journées de massage et de mouvement par mois. Et la prochaine aura lieu le mercredi 12 février. Entre 10h et 15h30, vous pouvez obtenir un massage de 30 minutes auprès d'un massothérapeute agréé. Il n'y a pas de réservation. Les massages seront disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi. Pour plus d'informations, appelez le 514-932-5267. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas venir cette semaine, la prochaine journée mouvement et massage aura lieu mercredi, le 26 février. Quelques heures à l'est, sur la 138, à Pessamit, le mercredi 12 février est la dernière journée pour s'inscrire à la formation d'agent touristique et culturel. Le Centre régional d'éducation des adultes organise ce programme qui débutera en mars. La formation de 450 heures s'adresse aux adultes qui ont terminé le secondaire 1, qui ont réussi un TDG et qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Pour plus d'informations, communiquez avec le Centre régional d'éducation des adultes au 418-567-1515. Et pour partager vos événements communautaires, nouvelles avec un S @aptn.ca. Au retour de cette courte pause, une cinéaste abénakis qui voit 2 de ses projets prendre vie cette semaine. Ne manquez pas notre rencontre avec Kim Obamsawin. Voici l'histoire d'une rivière sauvage et majestueuse, l'une des dernières en son genre, dont le cours est menacé par la construction de barrages. Re-bienvenue. Vous venez de voir un extrait du documentaire « Je suis Magpie », réalisé par Suzanne Fleming et dont la co-scénariste est notre prochaine invitée, Kim Obamsawin. Bonjour. Ouais. En tant que cinéaste, vous avez sûrement toujours plein de projets en tête. Au moins 2 se sont concrétisés cette semaine. Lundi, les auditeurs de Télé-Québec ont eu la chance de voir « Je suis Magpie » et ce soir, le long-métrage documentaire « Ninan Ossat, nous les enfants » arrive en salle. Félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes fatigué? Une grande semaine. Bien, c'est étrange le monde du cinéma, hein, parce que Magpie a eu sa première diffusion il y a déjà 2 ans, puis Ninan Ossat aussi, donc longue vie. Alors, c'est intéressant d'accompagner des films. Bien, commençons avec « Je suis Magpie ». Pour ceux qui ne connaissent pas Magpie, elle est une rivière, mais une rivière quand même assez unique. Dites-nous un peu plus sur son sujet et pourquoi elle est le sujet de ce reportage. Mm-hmm. Bien, la rivière Magpie, c'est une des dernières grandes rivières du Québec, probablement la plus grande rivière qui nous reste au Québec. Donc, c'est une rivière qui coule en plein cœur du territoire des Inuits, plus particulièrement des Inuits de la communauté des Quanchit sur la Côte-Nord. Donc, une rivière extrêmement importante pour les Inuits. Et puis pour les communautés locales d'Amingani aussi, donc qui se sont tous alliés pour dans le cadre de cette bataille pour l'obtention d'un statut juridique particulier, donc un statut de personnalité juridique. Donc c'est comme si on venait donner les mêmes droits à la rivière qu'on pourrait donner à une personne. Donc c'est vraiment comme une façon, sur le plan juridique, c'est une nouvelle façon de redéfinir notre rapport au territoire. Dans un monde dans lequel on doit encore travailler très fort à protéger nos rivières. Bien, c'est arrivé il y a 4 ans, en février 2021, fait que presque 4 ans exactement. Comme vous dites, personnalité juridique à la rivière. 9 droits ont été établis pour la rivière, notamment le droit de vivre, d'exister, de couler, le droit de préserver et protéger, mais aussi le droit d'ester en justice. Puis ça, c'est vraiment crucial quand ça devient la protection de la rivière. On sait qu'il y a eu la centrale Magpie
Magpie qui est là. Et on parle de beaucoup de centrales en ce moment. Les barrages, c'est encore très courant dans l'histoire. Ça revient à l'ordre du jour. Exactement. Donc, l'importance de ce documentaire-là, en ce moment, c'est immense. Oui. Plus que jamais, je dirais, quand on a fait le film, c'était Sophie Brochu qui était à la tête d'Hydro-Québec et puis on parlait plus vraiment de projets, de nouveaux barrages, on parlait de se tourner vers des nouvelles sources énergétiques. Mais là, cette semaine, on l'a vu avec ce qui se passe aux États-Unis. M. Legault a dit qu'il était prêt à remettre sur la table des grands projets de barrages hydroélectriques parce que beaucoup de gens sont à risque de perdre leur emploi, donc de transférer ces emplois-là dans le secteur hydroénergétique, pardon. Donc ça fait peur. Évidemment, perdre des emplois, ça fait peur, mais je pense pas qu'on peut se permettre de perdre une autre rivière comme la Magpie. Mais qui devient la voix de ces entités maintenant qu'ils ont un droit juridique? Oui. C'est qui parle pour la rivière? Ben, écoutez, c'est certain que les premiers peuples sont toujours au front quand il est temps de mener ces grandes batailles écologiques. Par le passé, malheureusement, on n'a pas été toujours entendus. Puis je pense que ce qui est bien dans l'histoire particulière de la Magpie, c'est que c'est toute une communauté qui s'est unie pour la protection d'une rivière, donc autochtone, allochtone. On parle de réconciliation, c'est pas toujours évident, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est un bon exemple de ce que ça devrait ressembler pour moi. Donc, il y a des juristes, des biologistes, des scientifiques, des gens de nos nations qui travaillent extrêmement fort pour s'assurer que ces droits juridiques-là, ça soit suffisant pour la protéger. Mais j'aime que tu as dit que nos voix deviennent plus fortes. On va passer au deuxième documentaire. Juste avant ça, je veux dire à nos auditeurs que s'ils veulent voir Je suis Magpie, c'est sur la plateforme de Télé-Québec ainsi que sur CBC Gem en anglais. Mais maintenant, passons à Nina Nosad. Nous sommes les enfants. Ça célèbre la force et la vitalité de la jeunesse autochtone qui semble vraiment trouver une voix. Cette génération-là semble être entendue plus que les générations antérieures. Ben, c'était l'objectif avec le documentaire. Quand j'ai commencé ce film-là il y a très longtemps, donc il y a environ 8 ans. Et puis l'idée, c'était vraiment de venir faire contrepoids à tout ce qu'on pouvait entendre sur cette belle jeunesse qu'on a dans nos communautés. Puis malheureusement, on véhiculait beaucoup d'idées pas très positives. Donc, on parlait beaucoup des problèmes sociaux, de décrochage, de consommation. Puis moi, c'était pas du tout l'expérience que j'avais dans nos communautés avec les jeunes. Je suis quelqu'un à la base qui aime beaucoup ça, être en relation avec la jeunesse, avec les enfants, avec les ados. Puis nos jeunes dans nos communautés, je les trouve extraordinaires, je les trouve débrouillards, je les trouve intelligents, ils sont rêveurs, ils ont des ambitions. Donc, j'avais envie de leur donner un espace où ils pourraient être leurs propres experts. Donc, un film dans lequel il n'y aurait pas d'adultes. Et c'est ça, c'est une promesse que je leur ai faite. Puis je suis vraiment particulièrement fière de ce film-là parce que je suis vraiment fière d'eux. Ils ont vraiment livré toutes les promesses auxquelles je m'attendais. Tu as suivi 3 groupes de jeunes de nations différentes pendant plus de 6 ans. Juste voir l'extrait en est incroyable. C'est tourné à la hauteur des enfants aussi, donc je trouve que c'est spectaculaire. Si nos auditeurs veulent le voir, c'est à partir de ce soir à la Cinémathèque québécoise ou au cinéma du musée. Kim, j'aurais aimé pouvoir parler beaucoup plus avec toi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité. On a très, très hâte de voir vos prochains projets. Merci beaucoup. Ceci conclut les nouvelles nationales de ce soir. J'espère que vous avez aimé l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Nakourmirk.